Alors, corrigé du problème 1 du devoir de ce matin, donc on travaille dans R2 de x, on considère les deux bases qui sont la base canonique, x carré, x1, ordonnées dans cet ordre. Les primes, constituées des polynômes Q1, Q2 et Q3, ou Q1, Q2, Q3, sont les polynômes de Bernstein, au cas où vous les auriez pas reconnus, x carré, x fois 1 moins x et 1 moins x au carré. Première question, montrer que la famille B' est une base de R2 de x, donc évidemment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de dire c'est une famille de polynômes échelonnés, parce qu'elle ne l'est pas du tout, les trois polynômes sont de degré 2, donc du coup on doit revenir à la définition. Donc supposons qu'il existe trois réels, alpha 1, alpha 2, alpha 3, tels que alpha 1 Q1 plus alpha 2 Q2, plus alpha 3 Q3 est égal au polynôme nul. Je vais simplement noter 0 ici, on sait de quoi on parle. Eh bien c'est équivalent à dire que alpha 1 multiplié par x carré plus alpha 2 multiplié par x fois 1 moins x plus alpha 3 multiplié par 1 moins x carré est égal à 0. Et ici, on fait très judicieusement une évaluation en 1, par exemple. La motivation, c'est de faire disparaître les deux termes qui sont ici. Du coup, par évaluation en 1, on récupère simplement alpha 1. Les deux autres termes vont s'annuler, donc alpha 1 égale 0. Puisque alpha 1 est égal à 0, il nous reste juste dans cette relation alpha 2 fois Q2 plus alpha 3 fois Q3. Et du coup, on va évaluer cette relation, cette fois-ci, en 0, donc par évaluation en 0. Par évaluation en 0, cette fois-ci le polynôme Q2 s'annule, mais pas le polynôme Q3 qui vaut 1. Donc on va récupérer alpha 3 égale 0. Et une fois que alpha 3 est égal à 0, évidemment, automatiquement, alpha 2 est égal à 0. Bilan des courses, alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont tous les trois nuls, donc ça veut dire que B' est libre. Donc B' libre. Et en outre, elle est cardinale 3. Donc le cardinal de B', c'est égal à la dimension de R2 de x, c'est égal à la dimension de E. Donc du coup, avec ces deux arguments, B' est libre et son cardinal est le bon, celui qui est attendu, on peut conclure que B' est une base de E. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, on vous demandait d'écrire la matrice de passage de la base B, donc la base canonique, à la base B', donc celle constituée des polynômes Q1, Q2 et Q3, celle dont on vient tout fraîchement d'établir que c'est une base, donc question 2. On note P, qui est la matrice de passage de la base B à la base B'. Donc la première question est d'écrire simplement cette matrice de passage. Donc là, c'est juste du cours. Donc vous savez ce que vous avez à faire. En fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'écrire les polynômes de la base B', de la nouvelle base en quelque sorte, donc Q1, Q2, Q3, d'écrire leurs coordonnées dans la base initiale, entre guillemets, c'est-à-dire dans la base B. Alors, il fallait juste faire attention à l'ordre. Donc, le polynôme Q1, bah, évidemment, c'est x carré. Donc, du coup, la colonne de ses coordonnées, c'est 1, 0, 0. Le polynôme Q2, c'est x moins x carré. Du coup, ça va être moins 1, 1, 0. Et pour terminer, le polynôme Q3, bah, c'est celui que, voilà, ça va, vous connaissez bien. Donc, du coup, on va récupérer 1, moins 2 et 1. Donc, voilà pour la matrice de passage. Deuxième question, justifier que la matrice P est inversible et calculer son inverse. P est inversible parce que c'est une matrice de passage. Toute matrice de passage est inversible. Voilà pour la justification. On vous demandait ensuite de calculer l'inverse. Pour calculer l'inverse, bah, vous résolvez un système, mais qui est vraiment pas trop compliqué. Donc vous résolvez le système P multiplié par x1, x2, x3 égale B1, B2, B3. B1, B2, B3. Et ce système-là est équivalent alors à quelque chose qui est particulièrement sympa parce que c'est triangulaire avec des 1 sur la diagonale, donc c'est vraiment sympa comme système. Explicitement, la dernière équation, c'est juste x3 égale b3. L'équation précédente, c'est x2 moins 2x3 égale b2. Et la première équation, c'est x1 moins x2 plus x3 égale b1. Du coup, on en déduit que x3 est égal à b3, d'accord, ça va, on l'avait déjà établi. Pour la précédente, enfin, x2 est égal à b2 plus 2x3, donc b2 plus 2b3, b2 plus 2b3. Et puis, pour terminer, donc x1 est égal à b1 déjà, premièrement, et puis plus x2 moins x3. Alors, plus x2, du coup, on va récupérer plus b2. Et puis plus de B3 moins X3, donc plus B3. Et du coup, on en déduit que la matrice P admet pour inverse, donc P-1, alors qui au passage est la matrice de passage de la base B' à la base B. Donc c'est
coefficients de cette matrice sont donnés par 1, 1, 1, 0, 1, 2 et 0, 0, 1. Donc voilà pour l'inverse de la matrice de passage. Et puis il y avait une question, alors que c'était vraiment une question du coup d'application directe du cours derrière, c'est-à-dire on vous donnait un polynôme avec ses coefficients, donc avec ses coordonnées dans la base canonique, et puis on vous demandait de calculer ses coefficients dans la nouvelle base. Donc ce polynôme, il était appelé A, ax carré plus bx plus c. Question, quelles sont les coordonnées de A dans la base B'? Alors, en reprenant les notations du cours, alors qui sont un tout petit peu malheureuses ici, mais enfin, tant pis, allez, c'est pas grave, comme ça on fait bien le lien avec le cours. Ce qu'on note X indice B', c'est-à-dire le triplet des coordonnées de A dans la base B', ça s'obtient en multipliant à gauche le triplet des coordonnées de A dans la base B par la matrice de passage, et donc il ne faut pas se planter, de B' à B, parce que là vous savez que la relation de Chasles en quelque sorte sur les bases marche bien. Du coup, on en déduit que xB', donc le triplet que l'on recherche, le triplet des coordonnées de A dans la base Q1, Q2, Q3, est égal à, ça c'est la matrice que l'on vient de calculer, c'est la matrice P-1, donc c'est 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Les coordonnées du polynôme A dans la base canonique sont, alors écrits dans cet ordre-là, x carré x1, sont A, B, C, et donc on en déduit que xB', c'est le triplet, donc A plus B plus C, vous multipliez 1, 1, 1 par ABC en quelque sorte, B plus 2C, et pour terminer, C. Voilà pour la question 2. Donc, question d'application directe du cours pour le coup. Vous voyez, écrire une matrice de passage, justifier son inversibilité, ce qui est un bidon, et puis calculer son inverse, et appliquer, utiliser cette matrice de passage à l'aide de la formule xB' égale P'B' fois xB. Donc voilà pour cette question 2. Et puis, alors, suite des événements, après on vous demandait d'étudier une application dont on admettait la linéarité. Donc l'application que l'on étudie dans la suite, c'est l'application qui va de E dans E, et c'est-à-dire de R de 2x dans R de 2x, et qui a un polynôme de E, ax carré plus bx plus c, associe le polynôme a moins c fois x carré, plus b plus 2c fois x. On vous demandait de prouver que f de Q3 est égal au polynôme nul. Bon, Q3 c'est 1 moins x au carré, donc pour le polynôme Q3, on a, désolé pour la rédaction, mais c'est juste pour gagner du temps, on a A, c'est-à-dire le coefficient devant x2 qui est égal à 1, C, le coefficient constant qui est égal à 1, et B qui est égal à moins 2. A moins C pour ce polynôme, ça va faire 0. B plus 2C pour ce polynôme, moins 2 plus 2 fois 1, ça va faire 0 aussi. F de Q3 est égal à 0. D'accord? Donc F de Q3 est égal à 0, à retenir pour la suite. Petit b, on vous demandait de déterminer l'image de F et le rang de F. Pour déterminer l'image de F, alors l'image de F, comment vous pouvez faire? Pour déterminer cette image, vous pouvez dire, voilà, on connaît donc une base de R de 2x, donc E c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1x et x carré. Du coup, l'image de F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par f de 1, f de x et f de x carré. C'est-à-dire que l'image de F, c'est, alors, donc le sous-espace vectoriel engendré par, et puis vous calculez ces trois images. Alors, sauf que f de 1, f de 1, ça vous donne le polynôme qui est moins x carré plus 2x. F de x, ça vous donne le polynôme. Alors, pour, excusez-moi, peut-être que je vous détaille. Pour f de x, on a b égale 1, les deux autres qui sont égaux à 0, donc f de x est égal à x. Et pour terminer, f de x2, alors pour f de x2, cette fois-ci, c'est a qui est égal à 1, et c'est les autres qui sont égaux à 0, f de x2 est égal à x2.
Et donc on a une famille génératrice pour l'image de f qui est constituée de 3 polynômes, mais très clairement, moins x2 plus 2x, et combinaison linéaire des deux autres, ça va chercher vachement loin, donc du coup, l'image de f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par x et x carré. Vous voyez, celui-là, vous pouvez le supprimer parce qu'il est combinaison linéaire des deux autres. Et évidemment, la famille constituée des polynômes x et x carré est une famille libre, elle est génératrice de l'image de f, donc c'est une base de l'image de f. Donc conclusion, l'image de f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par x et par x carré. Il est de dimension 2, puisque xx carré, c'est une base, c'est cardinal 2. Donc, la dimension de l'image de f est égale à 2, ce qui signifie le rang de f est égal à 2. Donc, voilà pour cette chose-là. Question suivante, on vous demandait, après ceci, déterminer le noyau. Et vous voyez, dans un exercice comme celui-ci, où on vous demande de déterminer l'image, puis de déterminer le noyau, et qu'on travaille avec un espace vectoriel de dimension finie au départ, on peut penser au théorème du rang. Donc petit c, d'après le théorème du rang, ce que je vais noter ici TR, simplement en abrégé, la dimension du noyau de f, c'est la dimension de E moins le rang de f. Or, la dimension de E est égale à 3, E c'est R de 2x, le rang de f on l'a calculé, c'est 2, donc on en déduit que la dimension du noyau de f est égale à 1. Ce qui signifie que Krf est une droite vectorielle. Krf est engendrée par un polynôme non nul. Quel polynôme non nul? Soit vous le calculez, soit vous observez que vous l'avez déjà calculé. F de Q3 est égal à 0, d'après la question petit a. Donc du coup, vous en déduisez que Q3 appartient à Krf. Et puis Q3, il n'est pas nul. Alors, ça va chercher très loin comme remarque. Du coup, Krf est de dimension 1. Q3 qui n'est pas nul appartient à Krf. Conclusion, Krf est la droite vectorielle engendrée par Q3. Krf égale vect de Q3. Donc voilà pour cette question-là. On vous demandait de montrer que Krf et l'image de f sont supplémentaires dans E. Donc la question suivante, qui est la question B, montrer que E, c'est la somme directe de Krf et de IMF. Alors ce qu'il faut observer, ce que l'on sait, c'est que l'image de f, c'est de dimension 2. La dimension de l'image de f est égale à 2, je vous rappelle, hein, on l'a établi dans la question B, et donc on a établi que c'était le sous-espace vectoriel engendré par x et par x carré. C'est de dimension 2 dans un espace vectoriel de dimension 3, donc c'est un plan dans un espace vectoriel de dimension 3, c'est un hyperplan, et par ailleurs, Krf, c'est une droite vectorielle engendrée par Q3, et Q3 n'appartient pas à l'hyperplan, n'appartient pas à l'image de f, n'appartient pas à l'image de f pour des raisons très claires, parce que Q3 c'est x carré moins 2x plus 1, et vous allez avoir du mal à l'exprimer simplement comme combinaison linéaire de x et de x2. Donc on a un hyperplan de E avec l'image de f, on a une droite vectorielle engendrée par un polynôme qui n'est pas dans cet hyperplan. D'après le cours, on peut conclure directement que Krf et IMF sont supplémentaires dans E. Voilà pour cette question-là, qui était encore juste une application du cours direct. La suite. On vous demandait de montrer qu'il existe 3 polynômes, Q1, 3 réels, pardon, alpha 1, alpha 2, alpha 3, tel que f de Q1 est égal à alpha 1 fois Q1, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, question E. F de Q1, c'est f de x2. F de x2, on l'a déjà calculé, c'est x2. Donc f de Q1 est égal à Q1. Donc conclusion, f de Q1 est égal à alpha 1 fois Q1 avec alpha 1 égale 1. Tiens, pour se donner du cœur à l'ouvrage, f de Q3 est égal à 0. Ça, on l'a déjà calculé aussi dans la question petit a. Donc du coup, f de Q3 est égal à 0 fois Q3. Donc alpha 3 est égal à 0. Et puis pour terminer, f de Q2. Donc f de Q2, c'est f de moins x carré plus x. Donc pour celui-ci, donc pour f de Q2,
On revient à la définition. Donc, du coup, pour ce polynôme-là, on a a qui est égal à moins 1, on a b qui est égal à 1, puis on a c qui est égal à 0. Donc, du coup, en allant rechercher la définition, on a moins x carré pour le terme a moins c, et puis pour b plus 2c, plus x. C'est-à-dire que f de q2 est égal à Q2, donc alpha 2 égale 1. Voilà pour cette question-là. Donc c'était juste trois petits calculs, dont 2 qui étaient déjà directement faits. On vous demandait de déduire de ceci la matrice de l'application f dans la base B'. Et écrire la matrice de l'application f dans la base B', finalement, c'est être capable d'écrire en colonne les coordonnées de f de Q1, f de Q2, f de Q3 dans la base Q1, Q2, Q3. Et f de Q1 est égal à Q1, c'est ce qu'on a vu au-dessus, donc 1, 0, 0. f de Q2 est égal à Q2, donc 0, 1, 0. f de Q3 est égal à 0, 0, 0, 0. Voilà pour la matrice de f dans la base B'. Petit g, qu'est-ce que l'on peut déduire de f sur f des questions précédentes? Évidemment, f est un projecteur. Ça se voit de plein de manières. Alors, ça se voit sur la définition, tout d'abord. Ça se voit très clairement sur la matrice, en fait, parce que la matrice de f2, de f composé avec lui-même, c'est la matrice de f élevée au carré. Et puis cette matrice, évidemment, vous prenez cette matrice qui est diagonale avec des 1 et des 0 sur la diagonale. Si vous l'élevez au carré, vous obtenez la même. Donc c'est la matrice de f dans la base B'. Conclusion, les deux matrices sont égales, ça veut dire que les deux applications sont égales, donc f carré est égal à f. Mais vous pouviez vous en sortir sans ça, hein. On pouvait s'en sortir avec la définition, et surtout on pouvait s'en sortir avec la question D qui pouvait mettre la puce à l'oreille, c'est-à-dire que dans la question D, on a établi que E c'est égal au noyau de f, somme directe, l'image de f. Alors ça tout seul, ça suffit pas à dire que f est un projecteur, mais en tout cas c'est un bon indice pour pouvoir dire que c'est un projecteur. Et donc la vérification se fait après soit sur la matrice, soit sur la formule. Donc f est un projecteur, et à ce titre, c'est la projection sur l'image de f parallèlement au noyau, donc c'est la projection sur vecteur de x carré parallèlement à la droite vectorielle engendrée par Q3. Et voilà pour ce problème.